Dans un premier temps, je voudrais parler de l'adaptation des structures de formation. Le modèle de l'école a été muté en institut. Mais à part l'appellation, il n'y a pas eu vraiment de changement. On est toujours sur des structures de formation très petites, rattachées à un hôpital ou autonomes, mais en tout cas relativement déconnectées des autres structures de formation. Même lorsqu'elles sont regroupées, elles sont souvent juxtaposées les unes aux autres dans les hôpitaux. Ces structures de formation vont voir leur environnement complètement transformé. Et elles vont devoir s'adapter. La première ligne force, c'est bien sûr l'Europe. L'Europe nous a donné Bologne et on a vu la France, qui avait signé la déclaration de Bologne, bien sûr, se dépêcher, une fois que les délais étaient passés, d'enclencher une réingénierie avec retard, puisqu'on aurait dû finir en 2010, d'après l'engagement. Bologne en est à nous dire, non seulement le LMD doit être installé, mais il faut installer maintenant les démarches qualité dans les instituts de formation. Et il faut installer la mobilité des étudiants. Et on voit bien que plusieurs écoles ont fait des avancées en la matière. Il y a des écoles qui sont certifiées, il y a des écoles qui font de la mobilité internationale, mais c'est loin d'être le cas dans l'ensemble des écoles. La deuxième chose, c'est qu'on nous invite à conventionner avec l'université, puisque Bologne dit qu'il faut que votre formation soit créditée en ECTS et que seules les universités sont habilitées à délivrer ces ECTS. Les étudiants demandent à intégrer l'université. C'est une solution qui existe à l'étranger. La solution qu'on a choisie en France, c'est de conventionner. C'est un mécanisme de conventionnement. Alors c'est un mécanisme qui a commencé tôt, notamment par rapport au concours, puisque maintenant, je crois qu'on en est à, Jacques, c'est toi qui sauras mieux me dire, 25 ans. La première, c'est 89. Voilà. Donc, on n'est pas loin de 25 ans d'expérimentation d'un système qui finalement s'est généralisé, enfin assez étendu majoritairement, et qui finit par fonctionner, qui est d'un accès par convention, par la PACES. Et voilà que lorsque la réforme, la réingénierie de la formation s'engage, on s'interroge sur, maintenant, après 25 ans, sur le bien fondé de cet accès par la PACES. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui fait machine arrière en ce moment sur le peu d'avancées qu'on avait fait en conventionnement avec l'université. Néanmoins, sortons le sujet délicat, faisons comme le ministère, sortons le sujet délicat de la sélection et ne parlons que de la formation, sélection inclus. Se pose quand même la question de ces filières paramédicales qui vont conventionner toutes avec l'université. Comment l'université va pouvoir gérer cet ensemble de formations, cet ensemble de conventions qu'il aura passé? Et on voit bien que là, il y a une tension entre deux modèles. Le modèle de l'intégration, merci pour ton département universitaire de l'Île-de-France, Jacques, et le modèle de la séparation, j'allais dire, par les grandes écoles, c'est-à-dire rassemblement des écoles de santé, du social et conventionnement d'un ensemble avec une université. Il y a une deuxième question, c'est on nous propose des grades. Grade licence, grade master. Ces grades, c'est une reconnaissance d'équivalence approximative. Se pose la question, à terme, de la reconnaissance d'un vrai diplôme universitaire. Et ça, à l'étranger, c'est bien ce que, dans beaucoup de pays, il existe, un vrai diplôme universitaire.
se pose aussi la question du statut des enseignants de kinésithérapie. Parce que, évidemment, comme le disait Jacques, nous n'avons pas eu une formation préparant à l'enseignement, aux fonctions d'enseignement et de formation, basée sur l'université, puisque nous sommes passés par des écoles de cadres. Et donc, nous n'avons pas de titre permettant l'entrée, la reconnaissance par l'université des fonctions qu'on a. Donc ça, c'est des questions qui sont assez importantes et qui sont dans l'environnement et qui font sans doute un peu avancer le dossier, reculer le dossier, faire contourner un certain nombre d'avancées. Les technologies pour la formation, je ne vais pas en parler du tout, puisqu'on en a parlé quand même pas mal dans l'après-midi. La constitution de réseaux de formation, Jacques Vaillant, tu y as fait allusion, et c'est vrai que se pose un problème. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'on constitue un réseau entre Grenoble, Paris, Bruxelles et Lausanne, pour prendre des endroits que je connais? Rien. Sauf que comment on finance le fonctionnement de ce réseau? Comment on finance les déplacements? Comment on finance les mouvements d'étudiants? Outre les adaptations de structure, il y a bien d'autres sujets. J'ai essayé de prendre les plus gros. Il se pose la question de l'adaptation de la formation aux besoins de santé et aux besoins de formation. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette question. Sur les besoins de santé, on a entendu ce matin les politiques. Et je crois qu'il faut retenir leur message. Ils nous indiquent très précisément là où ils attendent que les kinésithérapeutes se positionnent. Je ne reviens pas là-dessus. Le discours de Chantal de Saint-Gly et le discours de Claude Évin étaient très clairs et portés par l'espoir d'un député, Jean-François Lamour. Mais ces besoins qui changent, plusieurs professions peuvent y répondre. Et on voit bien que la cartographie du positionnement de ces professions est en train de changer. Et il y a finalement deux sortes de professions. Les professions de la santé, celles qui sont dans le Code de la santé publique, et les professions de la santé, celles qui n'y sont pas, mais qui concourent d'une façon ou d'une autre à améliorer ou à prévenir des bonnes conditions de santé pour la population. Donc, cette concurrence des professions est normale dans toute société. Simplement, la concurrence s'engage, j'allais dire, entre des professions qui sont très proches, les unes intégrées dans un code de la santé, les autres pas. Mon inquiétude, c'est qu'au décours du temps, on soit freiné par les dispositions du Code de la santé publique, qui sont normalement un avantage et une reconnaissance de notre position de profession de santé. Mais elles peuvent avoir un effet paradoxal si on n'arrive pas suffisamment à faire évoluer les textes de ce Code de la santé. Les mobilités des personnes commencent à avoir une incidence assez forte dans la formation et posent une question par rapport aux quotas. Parce que si on regarde la proportion de kinésithérapeutes qui rentrent en France chaque année par rapport aux quotas qui sont délivrés, il y a quand même quelque chose qui devient une anomalie, puisque finalement, on fait former une bonne partie, je ne sais plus combien, presque la moitié, par l'étranger. Donc il y a quelque chose qui ne comptabilise pas, dans ma façon de le dire, tous les kinésithérapeutes français qui vont exercer à l'étranger, mais je n'ai pas les données chiffrées. Mais on voit bien qu'on est dans un système qui pèse énormément sur l'immigration. Troisième problème, la profession revendique, et je suis de ceux qui le demandent, que la formation s'allonge, s'élève, pour que l'on puisse accéder à un niveau de responsabilité intermédiaire. Intermédiaire entre un exécutant paramédical et les prérogatives des médecins. Lorsque l'on réfléchit
à cette évolution, il faut réfléchir en même temps les relations qu'il y aurait entre ces praticiens qui auraient donc des pouvoirs de décision et les autres qui réalisent, qui soignent, qui font les soins. Donc cette question-là, la profession ne l'a pas trop tranchée, tout simplement en disant non, on veut rien qui change, on veut que rien ne change, on veut que la kinésithérapie reste une, on veut un diplôme master. Simplement, on sait nous-mêmes qu'une partie des soins qu'on délivre ne réclame pas les compétences d'un niveau master. Et ça, c'est une question qu'on doit aussi traiter. Il y aura à un moment mise en évidence des effets limitants de l'opérationnalisation de la formation qui s'opère à travers l'approche par les compétences. En effet, l'approche par les compétences est un progrès par rapport à l'existant, puisque l'existant, c'est un programme. L'avantage d'avoir un référentiel d'activité, d'un référentiel de compétences, un référentiel de formation, c'est que l'on met l'accent sur la problématisation des situations et sur la résolution des problèmes. Donc, il y a un pas en avant à travers cette réingénierie, un pas vers la professionnalisation. Mais en même temps qu'on fait ce pas en avant sur ce mode-là, on prend un risque, parce que le système est quand même un peu fermé, le système de la référentialisation. Pour qu'il reste ouvert, il faudrait changer les référentiels régulièrement. Je compte sur l'universitarisation qui est calée sur un mode de 5 ans, enfin sur des rythmes de 5 ans, pour dire la référentialisation, oui, à condition de faire comme les universitaires, tous les 5 ans, revoir le référentiel. Sinon, c'est un risque pour l'évolution des connaissances. Preuve en est, on vient de vivre quand même une décennie assez pauvre en matière d'évolution de connaissances sur le plan kinésithérapique, par rapport à des années passées où on avait eu au contraire l'impression qu'il y avait un fort essor des connaissances en kinésithérapie et de l'ouverture sur des domaines. Donc, je crois qu'il y a dans cette réingénierie, et je n'amène pas le même argument que Jacques Monnet, il y a quelque chose qui est structurellement inscrit dedans, qui peut être questionné si l'on veut construire une formation à une profession dans laquelle il y aurait une qualification universitaire de ses membres. Alors, quelles sont les priorités ? La première priorité, elle nous appartient. La première priorité, ça serait qu'on restructure notre domaine. Parce que, quand même, depuis le temps que les écoles existent, et Jacques, tu nous as donné un repère, depuis le temps que les écoles existent, je ne sais pas si on a bien changé dans la structuration de nos enseignements, si on n'est pas toujours resté sur enseignement médical, enseignement pratique. J'exagère, mais je sais que j'exagère. Mais en gros, la structuration est la même. C'est un partage des tâches entre celui qui prescrit, celui qui sait, et puis celui qui sait comment faire. Cette façon de construire les contenus de formation dit d'emblée que nous ne sommes pas à un niveau de responsabilité, et en tout cas que nous n'avons pas une certaine maturité universitaire. Si nous construisons les contenus de notre formation, et je ne peux pas vous rassurer en disant les contenus aujourd'hui élaborés sont faits sur ce schéma-là. Pas du tout. Ils sont faits sur le schéma commun dont parlait Jacques Monnet. Si on veut construire des contenus qui soient évolutifs, qui soient ouverts et qui soient de nature scientifique, il faut prendre une logique, c'est-à-dire regarder les fonctionnements, la physiologie. J'ai appelé ça la kinésiologie. Vous savez bien que ce n'est pas la kinésiologie de la secte dont je parle. Je parle de la cinésiologie, mais je parle de cette kinésiologie parce que en termes anglo-saxons, c'est kinésiologie qui se dit aussi. Donc, il faut partir de comment marche le mouvement, comment il dysfonctionne,
Et puis comment on le soigne? Tant qu'on n'a pas inscrit complètement tout le contenu dans une logique où on dit on comprend comment ça marche, on comprend ce qui dysfonctionne et on comprend comment on le traite, eh bien, excusez-moi, on a un programme qui est un programme d'exécutant parce qu'on n'a que des petits bouts qu'on met les uns à côté des autres sans que l'on ait construit le savoir de notre profession. Il faut veiller, deuxième priorité, au développement de la formation clinique et hors clinique. Développement de la formation clinique, une grosse inquiétude. Je suis aussi le président du Collège national de la kinésithérapie salariée. Nous avons entendu tout à l'heure Claudine Prétot dire à quel point la question n'était pas facile dans les hôpitaux et parfois ne prenait pas la bonne direction. J'ai peur d'un affaiblissement de nos effectifs, je le redoute, car l'affaiblissement des effectifs des salariés dans les hôpitaux, c'est l'affaiblissement de l'encadrement clinique, des stages cliniques des étudiants dans les services dans lesquels il y a des malades en position au stade aigu. Et ça, on gagnerait vraiment à bien s'intéresser à la question de la formation clinique. Je ne dis pas que la formation clinique ne doit pas s'envisager dans les cabinets. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que l'ancrage au système hospitalier, et notamment au système hospitalier universitaire, est extrêmement déterminant pour le statut de profession de santé que l'on a. Stage hors clinique, oui, parce qu'on a parlé d'éducation, on a parlé de recherche, et on voit bien qu'il ne faut pas que les stages soient tous dans les hôpitaux. Stimulation de la créativité et de l'apprentissage collaboratif. On a entendu toute la matinée les gens nous expliquaient que ce qui changeait dans le monde, c'était la relation qu'on avait les uns avec les autres. Elle allait de plus en plus vite et il faut qu'on apprenne à nos jeunes non plus d'apprendre dans l'ordre les choses, mais d'apprendre tout le temps en faisant. En effet, autant on avait besoin de mémoriser, autant eux ont l'information disponible immédiatement, et ce sera de plus en plus le cas, puisqu'on a vu que des outils se préparent. Et il faut qu'ils apprennent en faisant. Et c'est une autre façon, c'est un autre process. Et c'est autrement qu'on doit faire la formation. Et c'est en leur apprenant à créer, à chercher, qu'ils apprendront plutôt que leur faire réciter des savoirs qui sont déjà compilés et disponibles. La coopération pédagogique entre instituts, oui, instituts interprofessionnels aussi, et pas seulement avec l'université. La qualification universitaire des enseignants, Jacques, tu as montré à quel point c'était stratégique, mais les accès ne sont pas faciles et ne sont pas facilités. L'individualisation des parcours, parce que les jeunes vont faire des exercices très différents les uns des autres, et il faut qu'on puisse tenir compte de leur projet professionnel. Donc, fini ces espèces de diplômes ou d'épreuves où tout le monde passe sur la même question, de la même façon, pour qu'on soit sûr qu'ils soient comparables dans la notation. Et puis enfin, la recherche de financement, non seulement pour les nouvelles technologies, mais aussi pour la recherche. Voilà les priorités que je trouverais importantes que l'on développe. Merci pour les réflexions prospectives. Il faudrait que, Dominique, tu aies lancé la réflexion prospective et qu'elle se reproduise, que d'autres prennent le relais et qu'on se redonne rendez-vous un peu chaque année pour en faire. On n'est pas très doué, mais une profession qui n'a pas de vision, surtout si les gouvernants n'en ont pas pour elle. Si nous n'avons pas la vista, eh ben, on ne saura pas grandir. Et on n'aura la vista que si on aura suffisamment réfléchi aux valeurs qui nous fondent. Voilà ce que je veux dire. Le Conseil de l'Ordre, je le dis dans une instance du Conseil de l'Ordre, dans un colloque du Conseil de l'Ordre, la question des valeurs dans notre profession doit être aussi soulevée avec l'angle prospectif. Sur quelles valeurs voulons-nous grandir et dans quelle direction ?